Bonjour, bienvenue. Dans cette capsule, nous finalisons le processus d'audit des états financiers. Pour cela, nous sautons dans le thème de la gestion de la qualité. Nous allons traiter de 3 normes qui nous permettent vraiment de mettre un point final sur le processus d'audit des états financiers. Tout d'abord, la première, gestion de la qualité par les cabinets qui réalisent des audits ou des examens d'états financiers ou d'autres missions de certification ou de services connexes. La norme canadienne de la gestion de la qualité 1. Par ailleurs, nous verrons également les revues de la qualité des missions en ce qui concerne la désignation, la qualification, la responsabilité des gens assignés à ces revues de qualité, la norme canadienne de la gestion de la qualité 2. Et finalement, la NCA 220 qui prévoit la manière dont la NCGQ 1 et 2 viennent s'inscrire dans les NCA. On y va tout d'abord avec notre tableau synoptique pour faire ressortir le fait que, comme ça a été bien indiqué dans le titre de la NCGQ 1, on couvre toutes les missions réalisées en vertu de notre manuel de certification de CPA Canada. Cela inclut les services connexes qui n'amènent à offrir aucune assurance. Donc, on est aussi assujetti à l'application de nos normes canadiennes sur la gestion de la qualité dans le contexte de ces missions. Ce qu'on note pour la NCGQ1, c'est le paragraphe d'objectif. Et dans les 3 cas, on va prendre chacune des normes que j'ai dictées précédemment pour regarder simplement leur objectif afin, par la suite, de cerner, si vous voulez, l'éventail de points qui doivent être considérés lorsqu'on procède à l'étape de la gestion de la qualité. On parle d'un système de gestion de qualité et le meilleur parallèle que je puisse vous offrir, c'est un système de contrôle interne de la qualité. On prévoit le déploiement des bonnes procédures, des bonnes directives, des bons mécanismes de contrôle au sein des cabinets qui réalisent des missions de certification. Et on va dans le détail quant à quels sont l'éventail des points qui ont besoin d'être traités pour nous assurer de bien gérer la qualité de nos missions. Cela pour permettre d'atteindre 2 grands objectifs. Premièrement, que toutes nos missions réalisées sont conformes aux règles déontologiques, sont conformes aux règles professionnelles. Donc, on parle des NCA, on parle des NCMC que nous aurions pu rencontrer dans le cadre de nos missions. S'assurer que nous avons respecté toutes ces exigences dans le cadre de notre mission, d'une part, et par ailleurs, s'assurer que la communication qui découle de ces missions, soit souvent la production de nos rapports, soit faite conformément aux exigences respectives de ces normes. Ça, c'est la NCGQ1. La NCGQ2, elle prévoit la manière dont on désigne les personnes qui vont être responsables de mener cette gestion de la qualité. Notamment, on prévoit que la personne ultimement responsable du système de contrôle interne relatif à la gestion de la qualité des missions qui sont réalisées dans notre cabinet, c'est nul autre que l'associé directrice, l'associé directeur du cabinet. Le numéro 1 de toute notre organisation a la responsabilité de s'assurer que le système de contrôle qualité est bien mis en place dans notre cabinet. Et donc, ça, c'est la première facette de la désignation qui est faite en vertu de la NCGQ2. Ensuite, on rentre dans des détails quant à la manière qu'on va assigner pour chaque mission un responsable de la gestion de la qualité. Notamment, on traite de l'objectivité qui est recherchée pour cette personne. Le fait que c'est été une personne qui a déjà fait la mission par le passé, est-ce que c'est la personne idéale pour procéder? Forcément, elle peut avoir certaines facettes d'autocontrôle et donc, on voudrait prendre le soin de bien réfléchir à la manière dont on désigne les personnes qui seront responsables de mener cette gestion de la qualité. Et finalement, la NCA 220, elle reprend les objectifs de la NCGQ1 et elle vient les inscrire directement pour la mission d'audit d'état financier que nous serons en train de réaliser. Elle vient prédire alors la manière dont la gestion de la qualité doit être menée pour chaque mission. Elle vient prédire le fait que l'associé responsable de la mission doit s'assurer dans sa planification qu'une personne va bien être désignée à son dossier, doit s'assurer de rentrer dans le pipeline des dossiers pour lesquels une gestion de la qualité est requise et s'assurer alors qu'on désignera, via les mécanismes appropriés, une personne qui viendrait faire la revue dans les délais prescrits avant, normalement, que la signature du rapport d'audit sur les états financiers ait lieu. Donc, vous comprendrez, cette gestion de la qualité, avec la diapo précédente, elle ne s'applique pas seulement à un audit des états financiers. Elle s'applique à toutes les normes qui se retrouvent dans le manuel de certification, incluant les missions connexes qui n'offrent aucune assurance. Okay? Et ici, on vient juste compléter avec la 220 pour faire le pont avec ces normes de gestion de qualité et la finalisation de notre audit des états financiers. Par ailleurs, voici les éléments clés qui doivent être considérés. On peut le voir comme étant un checklist de toutes les facettes que nous avons à réviser lorsqu'on procède à la gestion de la qualité. La gouvernance et le leadership pour la gestion est atteinte.
et l'atteinte de la qualité dans nos missions. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on a procédé à la désignation. Qui a été responsable? Qui a demandé qu'une gestion de qualité soit faite? S'assurer que ça a été fait dans les règles de l'art et que la personne désignée a l'objectivité voulue. S'assurer qu'on a préservé toujours les règles de déontologie, notamment l'indépendance. Est-ce qu'on s'est assuré, si on est une société assujettie, qu'aucun membre de notre équipe, mais parfois même de notre bureau et de notre cabinet, ne détienne d'intérêts financiers dans la société qui a fait l'objet de l'audit des états financiers? L'acceptation et le maintien. Est-ce que nous avons documenté nos processus d'acceptation? Est-ce que nous avons consigné la lettre mission qui aurait été renouvelée avec la société faisant l'objet de l'audit? Est-ce qu'elle est bien signée dans le dossier, à la fin de notre mission? Les ressources qui ont été affectées aux missions. Est-ce qu'on a affecté des gens avec un niveau d'expérience suffisant? Est-ce qu'on a affecté suffisamment d'associés? Est-ce qu'on a bien procédé à l'affectation et à la désignation des expertises qui étaient requises pour notre dossier? La réalisation des missions. Et là, je reviens un peu sur les ressources affectées. On a besoin, dans la réalisation de nos missions, de prévoir la supervision et la révision des dossiers. Est-ce qu'on a uniquement des personnes très juniors dans notre équipe et très peu de directrices, directeurs et d'associés? Si c'est le cas, on peut trouver qu'il y a un déséquilibre dans la constitution de notre équipe, ce qui rend plus difficile le processus de supervision. On se retrouve peut-être avec des juniors qui supervisent d'autres juniors, ce qui n'est probablement pas idéal dans le contexte d'une gestion de la qualité. Est-ce qu'il y a eu des points défaillants qui ont été notés? Quelles mesures ont été prises pour les corriger immédiatement pour le dossier courant, mais également pour s'assurer que pour le dossier à venir, on n'a pas répété ces mêmes défaillances? Donc là, on serait intéressé à voir c'était quoi les défaillances notées dans les audits antérieurs, à savoir s'ils se sont répercutés encore ou s'ils ont adéquatement été adressés. Et finalement, le tout se doit d'être très bien documenté. Donc, je vous le rappelle, on met fin avec ces éléments à considérer à notre processus d'audit des états financiers, mais prenez note que dans toutes les autres missions visées par notre manuel de certification, on aurait à déployer une telle gestion de la qualité, bien sûr, en adaptant aux circonstances particulières de la mission. Donc, je vous souhaite une très bonne continuation. On se retrouve pour la suite des choses. Au revoir.